Bien, rebonjour à toutes et à tous. Rebonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent en live streaming, peut-être dans leur commerce, dans leur bureau, dans leurs réserves, dans leur stock. On espère que vous avez passé, pour ceux qui sont avec nous ici à Gréoux, un excellent déjeuner, un excellent moment. Vous avez vu, il fait très beau, une température estivale, cadre magnifique. Vous le savez, au programme, donc, la remise des témoins à nos ambassadeurs du commerce du futur, ça sera un petit peu plus tard. Notre table ronde, et puis pour commencer, donc, la restitution des ateliers, de votre travail, de vos réflexions. J'ai fait un petit tour ce matin dans cette salle, mais dans les deux autres salles aussi où se déroulaient ces ateliers. Vous étiez très, très concentré sur ce que vous avez entendu, mais vous avez aussi, et c'était le but du jeu, fait part de vos interrogations, de vos inquiétudes, de vos commentaires. Et ça, on va le retrouver tout de suite dans la synthèse. Je vais demander à nos 6 experts de venir me retrouver sur cette scène. Thibault Le Carpentier, fondateur et directeur du cabinet Opsand. Vous pouvez les applaudir hein, parce qu'ils ont fait un super boulot avec vous ce matin, puisqu'on a, nous, travaillé un petit peu en amont sur cette restitution. Michael Ballondrade, consultant en développement commercial auprès des TPE et PME. Philippe Lehartel, expert du commerce connecté. Bertrand Vidal, docteur en sociologie, qui nous rejoint. Michael Sourdaskis, secrétaire général de l'Association internationale du développement urbain. Et puis Renaud Sor-Larguin, directeur de la réhabilitation urbaine à Pays d'Aix Territoire, expert technique innovation auprès de l'Association nationale Centre-Ville en mouvement. Merci messieurs de nous retrouver. Je sais que vous avez été très productifs ce matin avec une très bonne assiduité de tous ceux et de toutes celles qui sont là. Pendant 10 minutes pour chaque groupe, je vais vous demander de nous restituer un petit peu les grands axes concrets sur lesquels vous avez travaillé. Ce sont bien évidemment des pistes sur lesquelles on va débattre ensuite avec nos grands témoins, et ce sont aussi des pistes pour le commerce de demain. On va commencer avec vous, Thibault Le Carpentier et Michael Ballondrade, sur l'atelier réseau restitution. 4 thématiques que vous avez pu déceler. Thibault Le Carpentier, d'abord la première thématique, c'était autour, puisque c'était l'atelier réseau, c'était de définir qu'est-ce que c'est qu'un réseau, c'est ça hein? Alors, l'analyse montre très clairement que ce mot que tout le monde utilise, personne ne sait exactement ce que ça veut dire et qu'on y met tous des choses diverses et variées, ce qui est tout à fait naturel et tout à fait normal, mais ça montre que de temps en temps, c'est bien de reposer des vrais concepts derrière les mots et d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, en quelques mots, si on veut faire une synthèse et si les participants de l'atelier de ce matin veulent rajouter des choses, on leur passera le micro pour qu'ils complètent. Si on essaie d'ordonner tout ça, en fait, derrière la notion de réseau, il y a une notion très importante qui ressort à tous les niveaux, c'est la notion de lien. Donc de créer du lien, de recréer du lien, de faire vivre du lien, d'animer du lien. Au départ, par un vrai partage entre les acteurs et une vraie demande que tous les acteurs du commerce se réunissent, travaillent ensemble, échangent ensemble pour avoir une vraie vision du commerce. Et quand on dit partage entre acteurs, il y a une autre notion du lien qui est importante, c'est une notion très territoriale, et qui est une notion, alors quand je dis local, c'est pas négatif du tout dans ma bouche, et c'est pas du micro-local, c'est vraiment que les acteurs territorialement se réunissent pour agir ensemble, notamment sur 2 thématiques sur lesquelles Michael interviendra plus en profondeur, qui sont créer des structures d'échange, puisqu'au travers de la structure d'échange, on peut créer du tiers de confiance qui va amener jusqu'à la mutualisation. En insistant, mais je reviendrai là-dessus dans ma conclusion d'ici quelques minutes, sur le fait que l'acteur central du système, et on en a une fois de plus la preuve ici, la plateforme idéale d'échange, ça s'appelle une union commerciale ou une association de commerçants, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est en tous les cas bien le groupement des commerçants locaux qui peuvent assurer la logique d'être en même temps le lieu de partage, le lieu d'échange, le lieu de mutualisation,
Tout ceci dans un but d'efficacité du lien entre commerçants d'abord, mais lien aussi entre les commerçants et les clients. Et en fait, j'étais très surpris ce matin parce qu'on a retrouvé exactement ce que dans le jargon, puisqu'en tant qu'expert, on est censé faire de la jargonite de temps en temps. Mais non, allez-y. C'est ce qu'on appelle en anthropologie le nombre de Dunbar, qui dit très clairement qu'un réseau n'est pas efficace en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le réseau, mais en fonction du nombre de liens que chaque acteur du réseau est capable de mettre en place. Donc le but du jeu, c'est pas d'être 200 dans un réseau, c'est d'être 50, mais où chacun est connecté aux 49 autres. Bien. Donc, et tout le monde est dans le même bateau, si j'ose dire, et tout le monde avance dans le même sens. On a bien dit que c'était la situation idéale. La situation idéale, ce à quoi il faut tendre maintenant, après ce rendez-vous d'aujourd'hui, et c'est ce qui va être construit sur le commerce de demain. Michael Balondrade, la thématique de la plateforme d'échange, elle a été un petit peu abordée par Thibault Le Carpentier. Plus en détail, ça donne quoi? Alors, quand on parle de plateforme d'échange, elle est d'abord physique, puis numérique, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, puisqu'on a des commerçants dans la salle, c'est qu'ils ont bien compris que ça servait à rien d'aller sur du digital si quelque part on n'était pas bon déjà dans ces 4 murs, dans son propre commerce physique. C'est même l'inverse, du coup, c'est je suis bon, je maîtrise mon savoir-faire, l'accueil, etc. au sein de mon commerce, et quand j'y rajoute la dimension digitale, là effectivement j'ai une marge de progression qui est intéressante. Donc cette plateforme d'échange idéale, telle que ça a été formulé ce matin sur la table ronde réseau, en fait, elle fait ressortir une espèce d'autoroute de ramification. C'est un peu ça le terme qui a été repris et qui a été formulé par une des tables. Ça veut dire à un moment donné réunir toute l'information à un endroit donné, échanger des bonnes pratiques, faire de la veille sur les mutations, centraliser, faire des réunions, rencontrer, informer et avoir des échanges entre les unions commerciales. Voilà. Ça, c'est sur la partie physique. La partie physique, mais il y a la partie digitale numérique. Alors, sur la partie digitale et numérique, c'est assez classique, hein. Il est ressorti les outils que les commerçants peuvent utiliser, à savoir des newsletters, des sites, des blogs, une page Facebook, voilà, des accès aux informations assez classiques. Voilà. D'accord. Qui est-ce qui est... Alors, on n'en a pas parlé dans la restitution quand on s'est vu tout à l'heure, mais si on doit donner sur le numérique, si on doit donner un ordre d'efficacité à tous ceux et à toutes celles qui sont là, c'est quoi? On commence, si on veut se lancer sur le numérique, on commence par quoi? Par une page Facebook, par un site, par quoi? Alors, on commence par ce qui est assez plus logique, c'est-à-dire qu'on on se met à la place de son client, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, mon client, quand il va me chercher, si c'est via un smartphone, une tablette ou autre, il va aller sur quel moteur, sur quel site. Donc en général, c'est plutôt Google qui sort. Et là, encore une fois, il faut être pratico-pratique. C'est gratuit que de créer un compte Google pour être référencé, géolocalisé, avoir ses coordonnées, ses heures d'ouverture. Pour un commerçant, c'est le minimum. Après, être présent sur Facebook, oui. Mais du coup, on va être indexé sur Google. C'est-à-dire qu'on va arriver sur Facebook via Google. Donc on commence par Google, après on va faire Facebook, ainsi que tous les autres éléments. Mais tout ça, voilà, ce sont des exemples qui sont très bons parce qu'ils sont gratuits et ils permettent éventuellement, si c'est bien travaillé, si on a derrière ce qu'on appelle en termes de jargonite du brand content, peu importe le nombre de devices, donc de moyens utilisés pour arriver chez le commerçant. Alors les devices, ce sont les moyens. Voilà, le device, en fait, c'est toute la partie tablette, smartphone, le moyen qu'on va utiliser pour arriver... C'est le média, en fait. C'est le média, voilà. D'accord. Tout à fait. Donc à un moment donné, oui, ça peut être bien, mais encore faut-il déjà maîtriser son propre métier, c'est-à-dire être un vrai commerçant humain qui connaît les particularités de ses clients, de sa zone de chalandise, qui est inséré dans un tissu économique local. D'accord. Et si on va un petit peu plus loin, vous avez prononcé lors de la préparation de cette restitution le mot mutualisation. Ça veut dire quoi? Alors en fait, ce qu'il est sorti de l'idée de cette plateforme d'échange idéal, c'est de dire en gros on est plus fort à plusieurs. Et effectivement, aujourd'hui, il faut arrêter d'être même si on est des bonnes individualités, c'est à un moment donné de réunir toutes ces individualités pour en tirer quelque chose qui serve la collectivité. Donc à un moment donné, on se dit oui, quand on est plusieurs, on peut mutualiser un certain nombre de choses. En partie, il y a 5 points qui sont ressortis sur la partie mutualisation, qui sont en premier lieu, on peut grouper, on peut mutualiser des achats. On peut acheter un certain nombre d'éléments communs à certains commerçants. Au lieu d'en acheter 10, on va en acheter peut-être 1000 ou 2000. Alors ça, c'est des commerçants qui ont la même activité? Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. À un moment donné, voilà, assez basique, si on a besoin de papier ou de stylo, au lieu que chacun ait cherché son papier et son stylo, on peut très bien dire, on mutualise par exemple des achats. Ça peut être de l'informatique, etc.
Autre élément, il y a la mutualisation sur la partie communication, c'est-à-dire l'achat éventuellement d'espaces de communication communs, tout en sachant qu'après le commerçant garde sa spécificité et sa propre communication à lui à l'intérieur de ces espaces. Autre élément, la mutualisation de la formation par exemple, puisque c'est quelque chose qui est assez souvent ressorti, et également la mutualisation du conseil, de l'accompagnement. Et dernier point, c'est la mutualisation des animations commerciales et du planning. Alors en fait, on ressort l'idée de quand on est plusieurs, c'est bien, mais si tout le monde fait quelque chose en même temps, c'est un peu dommage. Donc autant qu'on s'harmonise entre nous et que la manifestation qu'un fait, qu'une association peut faire dans une ville, la fois d'après, c'est un autre côté de la ville qui anime et on crée du coup une dynamique sur 2, 3, 4, 5 jours, 1 mois, 12 mois, de manière assez régulière. Donc, ça veut dire en gros, Michael Balondra, et là je me retourne vers Thibault Le Carpentier, il faut mettre en place une stratégie, un plan d'action. C'est tout simple. Oui, ce qu'il faut mettre en place, qui ressort de la réunion de ce matin, c'est la création d'un espèce de cercle vertueux qu'on appellerait dans une autre forme de jargonite organisationnelle, ce qu'on appellerait passer en mode projet, c'est-à-dire avoir des vraies données à la base pour savoir ce qui se passe localement dans le commerce, qui sont les clients, c'est quoi l'offre, comment ça évolue, etc. Qui peut être sous forme numérique, par exemple, de manière à ce que les commerçants en réunion commerciale y aient accès. Mais cette notion de données purement quantitative ne suffit pas à elle-même. Il faut bien sûr y ajouter toute la création de valeurs communes, c'est-à-dire la notion de rencontres régulières entre les différents acteurs du commerce, voire même localement entre les unions commerciales, pour échanger, pour voir les bonnes pratiques, pour voir qui a fait quoi, comment ça a marché. L'association d'une bonne connaissance des clients et du tissu local et la création de valeurs communes amène à définir ce que certains ont appelé une charte, ce que certains ont appelé un règlement, ce qu'on va appeler plus simplement une stratégie. Je suis très sensible au fait qu'un certain nombre de commerçants ont évoqué le fait que la charte ou le règlement devrait naturellement s'imposer à l'ensemble des commerçants locaux. Malheureusement, pour avoir travaillé sur le sujet et avoir interrogé le Conseil constitutionnel, c'est rigoureusement impossible. On sait très bien qu'on a dans cette salle, et ceci dit sans aucune flagornerie, on a les meilleurs commerçants du territoire. Parce qu'ils sont venus. Parce qu'ils sont venus. Ça veut dire qu'ils se posent des questions. Ceux qui ne s'en posent pas, qui ne se remettent pas en cause, ils sont bien évidemment pas venus. Ça aurait été trop douloureux pour eux et ils ne se posent pas la question. Donc le problème est réglé. Et bien évidemment, toute la question, c'est comment ces commerçants qui aujourd'hui ne s'impliquent pas, ne comprennent pas, ne suivent pas, etc., c'est comment on les intègre dans une démarche. Donc à partir du moment où une vraie stratégie, où elle est écrite, où on a une communication valorisante sur cette stratégie, c'est-à-dire qu'on en parle, et quand je dis communication valorisante, c'est-à-dire une communication qui soit mutualisée entre la ville, les commerçants et l'ensemble des acteurs du commerce, avec une coordination territoriale, j'insiste là-dessus. La coordination ne peut pas être une coordination ni départementale ni régionale, c'est bien une coordination territoriale. Elle peut être accompagnée par les chambres de commerce, par les managers de centre-ville, par un certain nombre d'acteurs. Mais il y a cette logique du territoire qui est au cœur de... On revient, je pense que c'est une des dimensions en tant que prospectiviste, une des dimensions dont on est à peu près sûr pour les années qui viennent, le local va prédominer au national. Alors j'en parle d'autant plus facilement que c'est le slogan qu'on a pris chez Obsand dans mon cabinet il y a quelques années, qui est de dire anticiper local, oser global, c'est-à-dire penser local et oser le fait de réunir tous les acteurs. À partir du moment où une stratégie, on est capable de mettre en place un plan d'action avec des actions précises, détaillées, des plannings, enfin on passe vraiment en mode projet au sens le plus organisationnel du terme, en insistant bien sur un point, c'est que la plateforme qui est capable de gérer ça, ça reste une union commerciale ou une association de commerçants. Et pas une fédération d'union commerciale. C'est pas la même chose. Parce que la fédération, elle ne permet pas de coordonner ? À la fédération d'union commerciale, très rapidement, c'est un très vilain défaut. Déjà, on a du mal à trouver un bureau qui tienne la route dans une union commerciale et des gens qui s'impliquent. Donc vous créez une fédération. Les tenants de l'union commerciale, il y en a la moitié qui disent la fédération va faire à ma place. Et il y a l'autre moitié qui dit la fédération, ce qu'ils font, ça me plaît pas. Vous êtes un petit peu pessimiste, il y a peut-être des fédérations qui fonctionnent bien. Il y en a certainement dans la salle, donc il y a des patrons, des présidents de fédérations qui sont... Voilà, voilà. Merci à tous les deux pour cette restitution. Vous restez avec nous, puisqu'après on va voir notre
notre grand débat avec nos grands témoins. Deuxième atelier, c'était avec Philippe Le Hartel et Bertrand Vidal sur l'atelier client. Bertrand Vidal, quel est le ressenti que vous avez eu ce matin? De manière générale, j'ai ressenti quand même une certaine peur par rapport à ce client de demain. Parce qu'on se questionne. Qui va-t-il être, hein? Que va-t-il faire, hein? Cependant, je pense qu'on a pu apporter quelques réponses. Ça va être un client qui va passer, en tout cas qui va passer par une phase de rupture avec le client tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui. On ne peut plus parler, je l'avais dit au départ, d'homo economicus, c'est-à-dire de cet individu qui va réfléchir en termes de coût-avantage. Quelque chose d'autre va arriver qui va inciter le commerçant à penser au-delà du marché, à penser la place du lien comme essentiel, comme ça a été souligné, hein. Le lien, pour moi, est plus important que le bien. Et c'est là qu'il va falloir agir. C'est là qu'il va falloir, en tout cas, c'est là que le commerçant doit intervenir. On a soulevé quelques solutions. Oui. Je dirais la nécessité de prévoir cette nouvelle génération qui va mettre en avant le lien, et notamment le lien avec les autres, l'être ensemble, mais aussi l'hyperlien, le lien, la connexion. D'accord. Donc ça va être un client qui L'hyperlien, c'est la connexion, pour bien comprendre. L'hyperlien, voilà. D'accord. Les liens, donc, c'est-à-dire faire une synergie entre le lien social et l'électronique. C'est-à-dire proposer aux commerçants et au commerce d'aller au-delà de son propre espace physique. Soit, bien sûr, parce que ça va être nécessaire pour ces individus qui, dans 10 ans, vont vivre en permanence avec des Google Glass, avec des Oculus Rift qui vont... Expliquez-nous ce que c'est, parce que moi, ce que vous donc avez les Google dit... Glass, ah oui, les Google Glass, c'est les fameuses lunettes... les lunettes voilà, de réalité augmentée, ouais. c'est-à-dire où, cette fois, le réel est indissociable du virtuel. C'est-à-dire que ce qui n'est pas virtuel, paradoxalement, n'existe plus, n'est plus réel. En tout cas, pour ces nouvelles générations. Ce qui n'est plus virtuel n'est plus réel. Voilà, c'est assez paradoxal. C'est exactement... On est dans une phase de rupture, je disais, une grande métamorphose. Mais aussi, pas simplement la connexion, c'est-à-dire aller au-delà de son commerce, proposer de l'événementiel, proposer quelque chose qui dépasse le simple lieu physique du commerce, s'associer avec d'autres commerçants et autres. Bon, là-dessus, vous rejoignez un petit peu ce que défend Thibault Le Carpentier au niveau du regroupement et de la mutualisation. Philippe Le Hartel, il y a un des points par rapport à ce que vient de dire Bertrand Vidal, c'est en gros, il faut aller vers le digital, mais il ne faut pas le subir, en fait, puisque d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, le digital, à travers tous ceux et toutes celles qui étaient dans votre atelier, c'est ressenti comme une... Ça fait peur, c'est une crainte. En fait, il y a une peur de la connexion de manière un peu globale, parce qu'en fait, on la maîtrise pas parce qu'elle est immatérielle. Une affiche touche le papier. Bien sûr. Là, on touche rien. Et en fait, si on revient à la notion de client, en fait, pour moi, il y a deux types de clients. Il y a ceux qui sont nés avant 1994 et ceux qui sont nés après 1994. D'accord. Donc déjà, ça va faire deux mondes différents. Donc après 1994, on ne va pas être très nombreux dans cette salle. Il y en a un au premier rang, là, que j'ai interviewé d'ailleurs, parce que lui, c'est le consommateur de demain, le client de demain. D'accord. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'il vienne sur scène 2 secondes. Venez, jeune homme. Alors, c'était pas du tout prévu, hein, on improvise. Voilà, et c'est lui qui consommera demain et qui a une réelle image de notre Philippe, côté. attendez. On est antiquaire, nous. Vous avez un smartphone? Tiens, tu peux nous le montrer? Je te tutoie, hein, parce que tu as dû avoir l'âge de mon fils, donc du coup, voilà. Il a son smartphone, d'accord. On va faire un petit test, Philippe. Tu t'en sers comment? Pour jouer, regarder des vidéos, pour tout en fait. D'accord. Tu achètes des choses, des objets à travers sur le smartphone, enfin quand tes parents te donnent l'autorisation? Oui, quand je mets commande sur internet, oui. Directement sur ton smartphone? Parfois oui, ça m'arrive. D'accord, qu'est-ce que tu commandes? De l'électronique, des jeux vidéo, un peu de tout. D'accord. Philippe, ça correspond? Et le magasin, il sert à quoi pour toi? Quand il peut pas nous le livrer pour retirer l'article. Je l'ai pas acheté, hein, je l'ai pas soudoyé. Et qu'est-ce qui te ferait venir dans un centre-ville? C'est pour les boutiques ou c'est pour voir tes amis?
ça dépend. Si par exemple sur internet je peux que le retirer en boutique, ben j'irai. Mais sinon après non, je vais pas me déplacer pour rien. Je commande sur internet puis je le livre. Voilà le consommateur d'après C'est 1994. plein d'espoir. Hein. Et ce n'est que le début. Merci beaucoup, on peut le libérer. Voilà, oui. Notre consommateur d'après 1994. Voilà, c'est un peu le reflet de ce qu'on va. Alors, en fait, on voit que demain, le client, en fait, il n'aura même plus ce terme-là. En fait, on le traitera de fan, parce qu'en fait, les clients deviendront fans de un tel. Donc, en fait, le mot client disparaîtra, à mon avis, à terme, au profit du mot de fan, puisque c'est le mot fan qu'utilisent les gens nés après 94. C'est plus un client, c'est plus un ami, c'est un machin. Je suis fan, je suis addict de, etc. Donc, Je fais partie d'une communauté. Voilà. Voilà. Donc, alors, la connexion, elle fait peur, c'est vrai. Les gens considèrent que c'est une opportunité, la connexion, mais comme elle n'est pas matérialisée par quelque chose, bah, ça fait peur parce que je ne la maîtrise pas, elle est fluide, c'est comme de l'eau dans ma main. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment peur à beaucoup. Alors, il y a des choses qui ont été bien sûr très imagées. C'est un système américain. C'est pas du tout américain. J'en ai pas besoin. Je connais mes clients. Ça, c'est ce qu'ils vous ont dit ce matin dans la Oui, mais les clients, ok, il connaît ses clients, mais les clients de demain, ce ne sera pas forcément celui qu'il a forcément aujourd'hui. Et puis la conquête, ça existe. Donc on a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Maintenant, pour rester très positif, il y a un souhait, en tout cas, de fédérer les commerçants autour de communautés. Ça m'a été dit par des gens, en effet, de villes importantes qui sont en train de fédérer par communauté. Alors ça passera par les unions commerciales ou pas, ça je ne sais pas, parce que je ne suis pas maître en la matière. Mais en tout cas, il y a une envie, un désir de fédérer les commerçants sous communauté et de monter des outils ensemble pour justement mutualiser, créer des plateformes. D'accord. On rejoint là ce qui a été dit précédemment avec Thibault le Carpentier. Avec l'ambivalence de l'individualité du commerçant qui ne regarde que son jardin et surtout pas celui du voisin, mais avec une mini volonté collective, mais plus par la peur, excusez-moi de l'expression, mais plus au cul du camion, comme on dit, oui. Que par vraiment désir profond de vouloir le faire. C'est plutôt de la défensive et non pas de l'offensive. D'accord. Bon, alors, ça, c'est ce que vous avez entendu ce matin. Oui, il y a encore d'autres choses. Mais... Il y a encore d'autres choses. Juste avant, juste parce que je pense que c'est important, si on peut allumer la salle, ça serait pas mal. Je voudrais que tous ceux et toutes celles qui ont un smartphone lèvent la main. Alors, vous baissez, quels sont ceux qui n'ont pas de smartphone? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer, Philippe. Alors, tout le monde éprouve, en tout cas c'est une bonne nouvelle pour nous tous et pour vous, CCI. Beaucoup de gens veulent que le lien soit fait par la CCI. C'est vrai que si demain, dans mes plus grands rêves, j'étais capable de vous aider là-dessus, avec Thibault et tous nos amis, il y a 5 millions d'habitants sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui. Il y a 142 000 commerçants à peu près recensés et 426 000 employés. Si avec ça, on ne peut pas monter un outil d'accélérateur numérique ensemble, 5 millions d'habitants, on fait un truc canon en audience. Si tous nos commerçants, les 142 000, même ne serait-ce que payent 10 euros chacun par an, 10 euros multiplié par 142 000, ça fait un petit peu une somme pour faire des petites choses. D'accord ? Et puis derrière, on a la population native qui sont les 426 000 employés, qui eux-mêmes sont des consommateurs très présents. Donc, si tout le monde s'écoutait un petit peu plus, si vraiment on se tenait un peu plus la main de temps en temps, on pourrait faire un outil très puissant sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui serait un exemple national, qui serait un exemple pour les e-commerçants purs et durs. Et en plus, avec cette puissance-là, on pourrait même s'allier avec des e-commerçants qui pourraient venir sur la plateforme, agrémenter des choses en plus. Donc je pense qu'il y a une puissance de feu qui est énorme. Le seul souci, c'est le silo et l'humain individualiste. Bon, c'est un message politique de ma part. Bon, alors, ça, à partir de là, qu'est-ce que vous leur avez dit une fois que vous avez établi tous ces constats et cette volonté d'aller je leur ai dit qu'ils étaient mauvais. Bien, d'accord. Il y en a qui n'ont pas apprécié, mais moi j'ai un parti pris dans la vie et je n'y dérogerai pas. C'est mon aspect un peu libertaire des sujets. On a tous estimé qu'Internet c'était un complément, que c'était pas une fin en soi, que la technologie n'est pas une finalité, mais juste un moyen d'expression supplémentaire qui correspond à notre monde contemporain. Et on doit y aller forcément. Donc il y a des gens qui sont très contents de leur relation qu'ils ont avec Internet, qui certes n'est juste un revenu additionnel, mais pas un revenu massif, puisque le commerce physique, je vous rassure, existera toujours,
mais on est passé d'un commerce de lieu à un commerce de lien, et c'est ce lien sur lequel nous devons tous travailler. Alors bien sûr, tout le monde a un manque de temps, les commerçants ont un manque de temps, je pense qu'il faut qu'il y ait des stages de formation de l'organisation du temps d'un commerçant. Ça, la CCI peut faire. Voilà. Le frein du ça coûte cher, on l'entend moins aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a des acteurs qui aujourd'hui existent sur le marché français. On peut vraiment se connecter à Internet marchand pour des abonnements qui sont vraiment pas chers. Ils ne voient pas tous aussi l'efficacité réelle du net, c'est-à-dire en disant dans la pratique, je ne vois pas trop ce que fondamentalement tout ça m'apporterait. Et enfin, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est les situations d'acquis. C'est-à-dire, oui, je connais mes clients, je sais ce que je fais, je suis un professionnel, vous n'avez rien à m'apprendre. Bon, je pense que là, déjà, ils ont déjà un pied dans le cimetière. Le deuxième pied, je leur donnerai l'année prochaine, on ne les reverra peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une certitude. C'est une certitude. Enfin, beaucoup considèrent que ça reste une opportunité, ne se sentent pas toujours très concernés quand même, c'est-à-dire que ça reste dans la périphérie de leur cerveau, mais ça n'a pas encore à intégrer la zone sensible. Mais par contre, de manière très discrète, puisque j'ai demandé aux gens de m'écrire des petits mots pendant notre table ronde, donc des petits mots doux ou pas doux d'ailleurs, hein, et on sent quand même qu'il y a ce petit frémissement positif, cette petite inquiétude qu'on peut tous enlever. Donc je pense qu'il faut une bonne ordonnance, on va aller chez le médecin numérique, une bonne ordonnance avec une CCI qui nous a montré de quoi elle était capable. Bien sûr. Par ça. Ça, moi je trouve ça fabuleux, hein. Vous êtes les seuls à avoir fait un truc aussi canon, bon, enfin voilà, à mon sens, avec une représentatrice qui nous a fait un topo tout à l'heure exceptionnel, hein, mais derrière, dans la pratique, si on n'arrive pas à se fédérer ensemble, de toute manière, on n'avancera Ça, c'est pas. le maître mot. Hein. On n'avancera pas. Donc il faut se réunir, il faut faire des échanges, il faut donner de l'information. Il faut que la CCI soit le maître d'œuvre de ça, puisque vous avez une puissance de feu grâce à ce book, on a pris tous conscience. Moi, quand je vois 5 millions d'habitants, 142 000 commerçants, 426 000 employés, je ne rêve que de les avoir que sur un seul site numérique pour avancer ensemble. Bien, ça c'est dit. Et on continuera à discuter de toutes ces propositions, de tous ces constats dans la table ronde tout de suite après. L'atelier urbanisme maintenant, avec vous deux, Michel Surdarski et Renaud Sor-Larguin. On va commencer par vous, Renaud Sor-Larguin. Il y a quelque chose qui est revenu de façon prépondérante, c'est l'importance de la place du politique de façon globale dans la formulation dans la construction de la politique commerciale, c'est ça? Oui, donc c'est vrai que le commerce a souvent assimilé à la notion de commerce de proximité, donc à des petites entreprises, et je crois qu'il est en train de retrouver certaines lettres de noblesse, puisque comparé aux grosses entreprises de l'industrie, c'est vrai qu'il n'a pas forcément ces dernières décennies profité de toute la médiatisation, le soutien politique à l'échelle nationale. Il s'est souvent un peu débrouillé seul, et d'ailleurs on en parle, c'est un sport un peu individuel et qui a un énorme enjeu de travailler ensemble et de venir à un niveau de sport collectif. Et c'est vrai que les politiques aujourd'hui, de plus en plus, regardent le commerce avec un œil attentif, plus que ça, bienveillant, avec des souhaits de créer les conditions au niveau des infrastructures, au niveau des parkings, au niveau des aires piétonnes, des solutions de livraison, pour permettre au commerce de proximité de se développer, en tout cas de survivre pour la période difficile que nous connaissons au plan économique, mais aussi de se développer et de voir arriver peut-être avec plus d'opportunisme les opportunités de demain. Beaucoup de choses sont faites sur le territoire, que ce soit en gestion du dernier kilomètre, que ce soit dans les aires piétonnes, le stationnement, les parcs relais. Bon, il y a énormément de choses qui dépendent du politique, qui est un acteur vraiment très important pour l'avenir du commerce. Faites attention à ce que vous allez dire, vous avez le sentiment que le politique aujourd'hui a conscience de l'importance de tout ça. Oui, il a conscience parce que, comme ça a été très bien dit dans le Commerce Book, c'est beaucoup d'emplois. Et à l'échelle nationale, j'avais entendu dire que 80% des emplois sont représentés au travers des petites entreprises, des toutes petites entreprises. Donc c'est vraiment une quantité qui passe par une échelle très microscopique, voire des fois à l'échelle familiale, non salariée, monsieur, madame, qui ne sont pas salariés de l'entreprise.
Et tout ça mis bout à bout, c'est 51%, je ne me trompe pas, des emplois au niveau de la région PACA. Et en termes de chiffres aussi, c'est très significatif. Donc pour les politiques, c'est des emplois, mais c'est aussi des électeurs. Bien sûr. Et puis c'est une chambre d'écho, ça l'a toujours été, puisque les magasins physiques, encore aujourd'hui, et demain encore plus avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on est en train d'évoquer, sont aussi des porte-paroles qui valorisent ou dévalorisent la politique publique. Alors, on l'a vu, hein, vous l'avez constaté, vous en avez parlé au cours de votre atelier. On est passé à un changement de modèle avec une périphérie qui marche de moins en moins bien et un retour avec un retour sur le centre, en fait. C'est ce que vous constatez, Michel Sudarski? Oui, sans généraliser, bien entendu. Il y a une remise en cause du modèle que l'on connaît depuis une quarantaine d'années, qui est celui de la grande surface et de la voiture. Oui. L'un est né de la périurbanisation, de l'étalement urbain, et l'autre est né d'une volonté politique qui a favorisé les grands groupes. Aujourd'hui, ce n'est pas le modèle, et ce n'est pas le modèle, je dirais, dans la logique du développement durable. La logique du développement durable introduit la dimension de la proximité. Vous avez évoqué à un moment donné les circuits courts, etc. Oui. Et donc le modèle économique de la grande surface de périphérie n'est pas le modèle le plus durable que l'on puisse évoquer. Et donc, dans les schémas d'aménagement territoriaux, régionaux ou métropolitains, cette référence au développement durable va avoir des influences sur la façon de penser l'urbanisme commercial et de ne pas nécessairement continuer à favoriser les grandes opérations commerciales de périphérie. Tout le monde est à peu près d'accord qu'il ne faut pas le faire. Oui, mais il y en a qui le font. Non, il continue à le faire parce que l'investisseur n'a pas d'autre solution, parce qu'il ne peut pas travailler avec un individu. Il ne peut pas investir dans une boutique de 300 mètres carrés, de 500 mètres carrés. Il lui faut 30 000, 40 000, 50 000. Et bien entendu, il y a même un autre élément qui vient renforcer. Si vous prenez le cas d'Amazon, dans lequel c'est dans la distribution du commerce. Aujourd'hui, Amazon, sa surface minimale, c'est 70 000 mètres carrés. En région parisienne, il est à 120 000 mètres carrés. Donc, 120 000 mètres carrés, c'est du stockage qui ne sera pas en centre-ville. Bien sûr. Mais aucun politique ne va s'opposer à ce qu'Amazon s'installe en périphérie, 30 km de la métropole, parce que ce sont des emplois, parce que ce sont des taxes, parce que ceci, parce que cela. Il y a une contradiction profonde entre le choix politique qui est fait et la logique économique et de développement durable. Bon, du coup, vous nous dites, on demande de la proximité, mais quand on regarde certains chiffres, les commerces de proximité, ils souffrent. Voilà. Alors ça aussi, c'est l'autre paradoxe, qui n'est pas une mutation, c'est que ce retour à la proximité, cette revendication à la proximité, parce que les territoires sont fragmentés, parce qu'il y a des éclatements dans les modes de vie, les modes de consommation, ce retour à la proximité n'est pas accompagné d'une croissance du commerce de proximité. Et là, il faut se poser des questions fiscales, il faut se poser des questions d'urbanisme, il faut se poser des questions environnementales. Pourquoi ça ne marche pas? Quelles sont les conditions pour le relancer? Et donc nous avons esquissé, dans le dialogue, un certain nombre de pistes qui sont physiques, urbanistiques, mais qui peuvent être aussi fiscales. Renaud Sorloguin, vous avez, alors on y reviendra tout à l'heure aussi avec ce rôle important du politique et de la prévision. Dans cette nouvelle façon de consommer, vous avez aussi déterminé que le client devient acteur de la fabrication de son produit aujourd'hui, et donc il faut aller dans ce sens-là finalement. Alors, d'un point de vue général, je pense que nos amis plus spécialisés sur le digital pourront le dire. On parle depuis presque une dizaine d'années du web 2.0. Et donc c'était ça en fait, c'était permettre à l'internaute d'être acteur plutôt que recevoir en mode vertical, descendant de l'information. Et il a commencé à participer de plus en plus sur les sites. Et là, on retrouve du coup une espèce d'importation de ce modèle de participation dans le monde physique. Donc qui vient du monde Internet, qui a permis cette participation qui est infinie. Et on le retrouve dans le monde physique, ceux qui savent justement décrypter cette soif du consommateur de participer au choix de l'offre, de participer à l'ambiance, de participer... Alors, l'ambiance, on va penser tout de suite au karaoké, mais pourquoi pas? Mais ça peut être des choses beaucoup plus
techniques ou plus simples, comme par exemple la personnalisation des produits. Donc on a, bon, c'est bien connu, hein, les Converse qu'on personnalise et puis on attend un quart d'heure le temps qu'elles soient mises à votre nom, mais même je fais exprès de parler de métiers plus anciens, comme par exemple le magasin spécialisé en linge de maison, on va en citer aucun, qui va ce qu'on broder. appelle, mais qui avant, une époque avant 1994, et bien avant, peut-être même avant 1894. Donc on partait avec son linge, avec une broderie Oui, au nom de la ouais. famille. Bon, mais ce genre de choses commence à revenir, c'est-à-dire que le magasin réintroduit dans l'espace de vente qui était depuis la révolution industrielle devenu qu'un espace de vente, l'industrie, la partie production étant sortie dans les usines, le commerce s'est réduit à juste le passe-plat, entre guillemets, c'est D'accord. transmettre le produit. Là, de plus en plus, il réintègre cette logique de possibilité de produire. Alors, il y a des exemples ici, je prends la grande savonnerie donc, qui est Oui. présent, et donc où il va personnaliser le savon que vous achetez au nom de votre maison. Alors, ça peut être très bien pour des cadeaux, mais aussi si vous avez un gîte, par exemple. Vous avez aussi des fabricants de café qui torréfient sur place. Il y en a un dans la salle, un illustre et bien connu de la région des Bouches-du-Rhône. Et donc, vous avez de plus en plus aussi cet élan de production qui revient, parfois artisanal, parfois sur une seule partie de la chaîne de production, mais au moins qui font du point de vente un lieu où il y a un véritable intérêt de venir, puisque c'est une découverte, de voir comment le produit se fait, et puis la possibilité de partir avec un produit unique, spécifique, rien que pour soi. Voilà. Donc ça, c'est en gros créer, revenir à ce qui se faisait avant, mais on recrée des concepts en fait pour attirer le client dans ces commerces de proximité. On va revenir sur la ville avec vous, Monsieur Surdarski, avec les commerçants qui sont conscients de cette nécessité de se renouveler, mais il y a toujours, et on en a parlé, cette problématique de l'articulation entre le centre-ville et la périphérie. On l'a abordé avec les grandes surfaces, tout à l'heure vous citiez Amazon, mais cette problématique, elle continue, elle est pérenne. Espérons qu'elle ne soit pas pérenne. En fait, aujourd'hui, nous vivons des mutations, j'ai essayé de l'évoquer ce matin, une mutation et une transformation. J'ai bien dit que la ville était éclatée, la ville est fragmentée. Donc aujourd'hui, il faut trouver un espace de cohérence. L'espace de cohérence, pour nous, pour moi, se situe au niveau de la métropole. Bon. Mais à ce moment-là, la métropole englobe, oui, les métropoles. C'est pas nécessairement Aix-Marseille, mais c'est la métropolisation Je pensais des à territoires. Aix-Marseille, mais c'est pour ça. Non, justement, il ne faut pas y penser. C'est la métropolisation des territoires. À ce moment-là, dans le périmètre de la métropolisation des territoires, il doit y avoir un équilibre qui se crée, et c'est là où les SCOT, où c'est là les schémas d'aménagement jouent leur rôle. Mais en même temps, il faut aujourd'hui associer les territoires voisins, dits ruraux, dits périphériques, au processus de métropolisation. Et donc, ce qui était avant un défaut qui faisait que, à cause de l'étalement urbain, à cause des grandes logiques industrielles commerciales, on occupait la périphérie. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des mécanismes qui permettent d'associer les territoires voisins à la dynamique de la métropole. Et donc, il faut leur réfléchir autrement. Il ne s'agit pas de stigmatiser le développement périphérique, mais de lui donner une autre fonction. Et des fonctions peut-être plus ludiques, peut-être plus mélangées. Il y a à Paris un grand projet qui est porté par Auchan, s'il en est grand praticien des grandes surfaces, et qui crée un lieu touristique, un lieu d'animation ludique, une sorte de Center Park au cœur du centre commercial. Ouais, ça doit se faire du côté d'Aubagne. Oui. Oui, voilà, c'est Imauchan. Non, c'est... Oui, mais ils vendent ça aussi à côté d'Aubagne. C'est ça, ils vendent ça. À côté c'est ça. d'Aubagne. Très bien, soit, parce qu'il va offrir une alternative au territoire de loisirs, au territoire de loisirs, avec en même temps une fonction commerciale, et donc la nature urbanistique de son projet va évoluer. Là, on peut l'accompagner, parce qu'on a besoin. Ben, si vous permettez simplement... Je vous en prie. Simplement une remarque. Parce qu'on a parlé de la ville intelligente, ou ce que nous préférons dire, les intelligences urbaines, parce que la ville n'est pas intelligente en soi. La Smart City. Smart City, mais je préfère dire intelligence urbaine. D'accord. Les intelligences C'est urbaines... Christian Estrosi qui parle beaucoup de Smart City. Oui, mais Monsieur le Président de la région a une expérience qui lui est propre. La ville... Très bien, puisque vous insistez. Non, mais... Il n'y a pas de ville intelligente. D'accord. Il n'y a pas de ville intelligente.
Exactement, il y a des gens intelligents. Mais même si l'on dit la ville est intelligente parce qu'elle est numérique, aucune ville au monde n'est à 100% numérique. On n'a pas réussi à numériser la ville sur toutes les fonctions de la ville. Le seul territoire que je connaisse qui fait un effort dans cette direction-là, c'est l'Estonie, qui a numérisé la totalité du territoire. Et la totalité du territoire peut se résumer à 750 bases de données dans lesquelles toute la population de l'Estonie, mais ils ne sont qu'1 200 000 moins que la région PACA, est entièrement connectée à toutes ces bases de données. Et là, tout se fait par une seule carte, un seul code qui permet d'accéder. Tout sauf le commerce. D'accord. Parce que le commerce reste un acte individuel, un acte très personnel, un problème de choix. Et dans notre session, justement, contrairement aux 2 autres sessions de mes collègues, nous avons retenu l'impression que le commerçant était parfaitement conscient du besoin de renouvellement qu'il devait faire s'il veut rester un commerçant qui soit innovant, qui soit dans une ville intelligente. Et ça, c'était très positif comme facteur positif, c'est-à-dire que le commerçant lui-même disait « Je sais que je dois me renouveler, je n'ai peut-être pas les moyens de le faire, je dois peut-être céder mon commerce. » Il y a une prise de conscience évidente. Mais la volonté, c'est sûr. La volonté est là. Intellectuellement, socialement, psychologiquement, il sait qu'il doit changer, mais peut-être qu'on ne l'a pas accompagné suffisamment dans une procédure de changement. Merci, messieurs, pour cette restitution. Vous pouvez les applaudir parce que c'était important. Les pistes que vous avez évoquées, on va en débattre dans quelques instants. Thibault Le Carpentier, Philippe Le Hartel et Michel Surdiarskis, vous restez avec nous. Encore un grand merci à Michael Balondral, Bertrand Vidal et Renaud Sorloguin. Je vous laisse regagner vos places. Merci, merci beaucoup. Oui.